Dans l'actualité ce soir, Dominique de Villepin est relaxé dans l'affaire Clearstream. Les juges considèrent que son implication n'est pas démontrée. Nicolas Sarkozy prend acte de cette décision. L'ancien Premier ministre lui a indiqué dans une courte allocution qu'il souhaitait tourner la page et servir les Français. Dans quel état d'esprit, avec quelles ambitions, il nous en dira plus ce soir. Il est notre invité. Bonsoir Dominique de Villepin et à tout à l'heure. Une nouvelle déclaration de Georges Frêche provoque un tollé. Il a une tronche pas catholique, déclare-t-il à propos de Laurent Fabius, d'origine juive. Du coup, le Parti socialiste veut présenter une liste contre lui au régional. Georges Frêche lui parle de chasse à l'homme. Dans l'actualité également, une conférence à l'Elysée sur la flambée de la dette publique, 1500 milliards d'euros. Le gouvernement exclut une hausse des impôts et promet des décisions au mois d'avril. Le grand retournement de situation en Afghanistan. Le président Hamid Karzai veut tendre la main aux talibans, réputés modérés, pour faire un gouvernement d'union nationale. Politique approuvée par les pays occidentaux au sommet de Londres. Et puis la dernière trouvaille d'Apple, après l'iMac, après l'iPod, après l'iPhone, voici l'iPad, petite tablette multimédia, coût marketing ou réelle innovation, élément de réponse à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, un visage et une histoire. Elle s'appelle Darline, elle a 16 ans. Alors que plus personne ne l'imaginait, elle a survécu 15 jours dans le noir, immobile, ensevelie, sous les débris d'une maison en Haïti. Les sauveteurs français en avaient les larmes aux yeux. Sur place, Dorothée Oliéric, Yann Moine, Ludovic Lavieille. Ce sont les ultimes efforts pour dégager la victime. C'est bon, elle est calée? Oui. On prie pour toi, c'est fini, regarde. Attendez, je te mets ça sur les yeux. Ah, on peut pas là. Docteur. Doc, je peux vous demander d'enlever ça s'il vous plaît. Je la tiens. J'ai le bras qui la tient. C'est une toute jeune fille en état de choc que les hommes de la sécurité civile parviennent à extraire des décombres. Elle est en vie, sans doute après 15 jours passés sous les gravats de sa propre maison. Allez, on la fixe. Elle est très déshydratée, très faible, mais nous avons réussi à la perfuser malgré un état hémodynamique un petit peu difficile, mais on est confiant. Elle n'a que 16 ans, elle s'appelle Darline, et c'est un miracle de la vie, tout simplement. Transportée par la Croix-Rouge haïtienne, la 135e survivante sortie des décombres arrive à la tombée de la nuit à l'hôpital de campagne installé au lycée français de Port-au-Prince. Darline a pleuré dans l'ambulance. Il faut maintenant la calmer, la tranquilliser avec des mots et des gestes d'une infinie douceur. Ça va aller là, d'accord? On va essayer de garder le bras tendu. Et après, le reste, écoutez, oui, c'est un miracle, mais... On peut mettre un drapeau. Je suis désolé, je suis un peu... Ému, le médecin-chef est ému et il y a de quoi, depuis 2 semaines, il ne sortait des ruines que des cadavres. Après les premiers soins, la rescapée quitte la zone dite de déchocage pour rejoindre le bloc opératoire. Elle va bien pour l'instant, elle va bien. On n'a pas d'inquiétude vitale a priori. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, ce sont toujours des gens extrêmement fragiles, en particulier sur le plan rénal, et sur le plan vital globalement. La jeune miraculée a passé sa première nuit sur le Sirocco, le navire français qui est actuellement au large de Port-au-Prince. Elle a été surveillée de très près toute la nuit par les médecins français qui nous confirment qu'elle est arrivée dans un état critique, mais qu'elle est désormais stabilisée. Et aujourd'hui, les Nations Unies annoncent que 2 milliards de dollars ont été récoltés auprès des États ou des particuliers pour venir en aide au pays. Et on en vient à l'affaire Clearstream. Il y a des victoires judiciaires qui ressemblent à des succès politiques. Après des années d'enquête et des mois de procès, Dominique de Villepin vient donc d'être relaxé. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet. On va examiner dans un instant les réactions, les répercussions de cette décision. D'abord le compte-rendu de Dominique Verdaillan et de Ziden Berkous. C'était tout à l'heure au Palais de Justice de Paris. 3 mois que Dominique de Villepin attend la décision des juges. Coupable ou innocent. À son arrivée au tribunal devant une foule de journalistes impressionnante, salué par quelques applaudissements, l'ancien Premier ministre ne laisse rien transparaître. Comme au premier jour de son procès, son épouse et ses enfants sont à ses côtés.
2 heures plus tard, le président du tribunal prononce le mot que Dominique de Villepin espérait de tous ses voeux, relax. Mon innocence a été reconnue. Je salue le courage du tribunal qui a su faire triompher la justice et le droit sur la politique. Je n'ai aucune rancœur, aucune rancune. Je veux tourner la page. Comment est-ce que vous réagissez à ce jugement? Un des premiers avocats à quitter l'audience, maître Thierry Herzog, conseil de Nicolas Sarkozy, partie civile. Le visage est grave, fermé, il restera muet, aucune réaction à chaud avant celle du chef de l'État. De leur côté, les avocats de Dominique de Villepin se félicitent de ce résultat. Il est relaxé, non pas au bénéfice du doute, mais parce qu'il n'y a aucune infraction à lui reprocher. S'il y a un appel contre Dominique de Villepin, ce serait un singulier acharnement. Alors qu'il y a quelques jours, le parquet de Paris évoquait un possible appel en cas de relax de Dominique de Villepin, le procureur de la République n'a pas pris ce soir de décision. Jean-Louis Gergorin, auteur principal de la dénonciation calomnieuse, est condamné à 3 ans de prison, dont 15 mois ferme. Je ne suis pas le personnage qui est décrit par ce jugement. J'ai cru à l'authenticité des listings informatiques, des listings Clearstream transmis en 2003 et 2004. L'informaticien Imad Laoud est lui condamné à 3 ans, dont 18 mois ferme. Alors certes, le tribunal souligne quelques contradictions dans les dépositions de Dominique de Villepin, mais pour les juges, il n'existe aucune preuve que l'ancien Premier ministre soit l'instigateur de la dénonciation calomnieuse, aucune preuve qu'il soit complice par son silence, car pour le tribunal, Dominique de Villepin n'a eu la certitude de la fausseté des listings que le 4 octobre 2004, autrement dit 9 mois après sa rencontre avec Jean-Louis Gergorin. Dominique de Villepin qui s'est limité pour l'instant à cette déclaration qu'on a entendue au début de ce reportage, mais qui est avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je vous propose d'écouter ou de voir la réaction peut-être la plus attendue, celle de Nicolas Sarkozy, partie civile, rappelons-le, dans ce procès. Michael Darmon, Valérie Astruc, Marie Cazot. À l'agenda du président, un événement, la conférence sur les finances publiques, avec une déclaration à 12h45. Quelques minutes avant la prise de parole de Nicolas Sarkozy, la nouvelle arrive en provenance du tribunal. Et lorsqu'on lui demande d'évoquer la relaxe, il préfère évoquer un autre événement sur son agenda personnel. Je vous remercie je pensais que vous preniez la parole pour me souhaiter un bon anniversaire. Et ça ne m'étonne pas de vous. Je vous en remercie infiniment. Et pour le reste, attendons de connaître les éléments avant de les commenter. Merci de votre présence. Nicolas Sarkozy commente en fait 1 heure plus tard par communiqué. Il se réjouit que la justice reconnaisse la manipulation et annonce qu'il ne sera pas présent dans un éventuel procès d'appel. L'affaire est close, dit-on à l'Élysée, une affaire où les 2 hommes se sont déchirés depuis le début jusqu'à la fin du procès. Le ton était donné. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. Aujourd'hui, les messages sont plus modérés, mais la méfiance subsiste. Ce que j'aurais aimé, c'est que la justice nous dise pourquoi cette machination a été mise en œuvre. Pour servir qui? Pour bénéficier à qui? Cette question-là est aujourd'hui sans réponse et c'est un peu dommageable. Elle donne une petite impression regrettable que les lampistes sont condamnés mais que peut-être les commanditaires ne le sont pas. Entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, la politique devrait reprendre ses droits. Avec un principe, entre ces deux-là, tout est possible. Dominique de Villepin, on vous a senti ému, bien sûr, lors de votre déclaration au Palais de Justice tout à l'heure. Au-delà, quel sentiment vous habite ce soir? Est-ce que vous êtes un homme soulagé, regonflé? Non, ce n'est ni le soulagement, ni le fait d'être regonflé. C'est le sentiment que la justice a été rendue. Et vous savez, après 5 années d'épreuve, ce n'est pas forcément une chose facile, ce n'est pas forcément une chose écrite d'avance. Et c'est pour cela que j'ai tenu à saluer le courage du tribunal. Ce n'est pas facile
de faire preuve d'un esprit d'indépendance quand de tels enjeux politiques... De telles pressions? Je n'emploierai pas le mot, mais de tels enjeux sont en présence. Et c'est pour ça que c'est d'abord à ma famille que j'ai pensé, c'est d'abord à tous ceux qui ont été blessés par ces années. Ce n'est pas facile de vivre avec la suspicion, avec la rumeur. C'est aujourd'hui une page que je veux tourner tout simplement parce que je veux servir la France et les Français. Alors on va en parler. Un mot avant cela, si le parquet décidait de faire appel, quel serait votre sentiment? Vous parleriez à nouveau d'acharnement? Vous savez, le parquet, nous le savons tous, c'est la garde des Sceaux et c'est le président de la République. Donc je n'imagine pas un instant qu'à travers une décision aussi claire, une décision qui ne laisse place à aucun doute, ce n'est pas une affaire politique. Cela apparaît très clairement dans le jugement qui a été prononcé. Il n'y a pas de politique là-dedans. Et ce qui m'a peut-être le plus blessé, c'est qu'on puisse imaginer que mon idée de la politique, que le combat que j'ai mené pendant 30 ans au service de mon pays, ait pu être un combat animé par des ambitions personnelles, animé par des rivalités personnelles. Ce n'est pas mon esprit et ce n'est pas ce qui m'anime. Après ce jugement, on entend toutefois des réactions, vous les avez entendues d'ailleurs dans la bouche de Dominique Paillet. Ce ne sont que le ou les exécutants qui payent, a dit également Frédéric Lefebvre, qui est un des porte-parole de l'UMP. Je crois qu'il faut lire et relire, écouter ce qu'a dit la justice. Ce n'est pas une affaire politique, il n'y a pas de mobile politique, il n'y a pas de connaissance dans ce dossier et pas de souci d'utiliser à aucun moment des informations ou des positions. J'ai agi comme ministre, à aucun moment il n'y a de doute permis dans cette affaire. Et je pense que la politique, bien sûr, c'est un combat. Mais la politique, c'est aussi de reconnaître la vérité et de reconnaître avec lucidité ce qui est. Et je trouve très dommage que la politique prenne ce tour politicien, qu'elle aille se nicher dans de telles attitudes. Ce n'est pas l'idée que je me fais et je n'ai rien à répondre et je ne répondrai pas à de telles attaques. Et ni au communiqué de Nicolas Sarkozy qui prend acte de cette décision qui souligne que les attendus sont sévères. Je pourrais, ce n'est pas vrai, il n'a pas lu les attendus, il n'y a pas d'attendus sévères. Je pourrais aujourd'hui me retourner vers ceux qui m'ont accusé depuis le premier jour et demander réparation, demander des excuses. Je ne veux pas m'éloigner de ce qui est pour moi l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le service de la France, le redressement de la France et la réponse à apporter au quotidien des Français. Mais quand vous dites, pardonnez-moi, ni rancune, ni rancœur, ça semble difficile à croire lorsqu'on réécoute les propos que vous aviez tenus dans ce palais de justice. Vous parliez du croc de boucher sur lequel voulez-vous pendre Nicolas Sarkozy, vous parliez d'acharnement, tout cela a disparu? Mais tout ça est une réalité, tout ça c'est 5 années d'épreuves. 5 années d'épreuves qui ont compté, 5 années d'épreuves où il a fallu expliquer, où il a fallu se battre. Mais ça ne suscite pas de rancune. La page pour moi est tournée, la justice a dit les choses et elle les a dit avec force, sans aucune ambiguïté. Et ce qui m'intéresse, c'est de me consacrer à l'essentiel. Je n'ai jamais voulu me détourner de ce qui, pour moi, constitue l'essence de la politique. Alors, le service des Français, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie, par exemple, que vous pensez aujourd'hui que la voie est libre pour une candidature, pour vous, à la présidentielle en 2012? Est-ce que vous y pensez? Vous aviez dit que vous y pensiez. La préoccupation qui est la mienne, ce n'est pas 2012. La préoccupation qui est la mienne, c'est 2010. C'est aujourd'hui. C'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est la nécessité de se préoccuper de savoir quelle est la meilleure politique à mener. Et je l'ai dit depuis de longs mois. Je veux offrir une alternative à une politique qui, à mon sens, ne donne pas de résultats. Et c'est dans cette fidélité, dans cette exigence que je veux me battre. Qu'il s'agisse de l'emploi, qu'il s'agisse de la compétitivité de la France, qu'il s'agisse de l'endettement de la France. Nous avons besoin d'autres idées, d'autres propositions. Et c'est sur ce terrain que je veux me poser. Vous vous situez plutôt comme un rival, un adversaire de Nicolas Sarkozy, mais pas un partenaire. Mais Nicolas Sarkozy mène une politique. J'estime qu'au sein de la majorité, que sur l'échiquier politique, il y a d'autres réponses possibles. Et je veux contribuer, dans un esprit de rassemblement, à fédérer tous ceux qui pensent... Au sein de la majorité? Au sein de la majorité, mais... Avec lui? Mais vous savez, comme gaulliste,
je me situe et je veux me situer au-delà des clivages partisans traditionnels. Les Français ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche. Je crois que l'intérêt général, c'est ce qui doit guider nos préoccupations. Et si je suis chez vous ce soir, c'est parce que le service public m'a toujours animé. Quand j'avais 10 ans, j'ai eu envie de travailler pour le service de l'État. Et je pense que le service public, la défense de l'intérêt général, ce sont des mots qui ont perdu du sens en politique. Je n'ai jamais été un homme politique professionnel. Je n'ai jamais été en politique pour faire une carrière. J'ai été en politique pour défendre des convictions. Et on peut penser que ce sont ces convictions, cette détermination, cet engagement qui ont fait peur. Et aujourd'hui, je veux, devant les Français, marquer mon engagement. Un tout dernier mot. Vous n'aviez pas le droit d'être en contact avec Jacques Chirac, c'est le contrôle judiciaire qui l'imposait. Vous n'aviez pas le droit de lui parler. Est-ce qu'il vous a appelé? J'ai eu Jacques Chirac cet après-midi. J'ai eu tous ceux qui me sont chers. J'ai eu l'occasion de parler avec Alain Juppé. Mais c'est vrai que toutes ces années, le contact quotidien qui avait été le mien pendant 20 ans avec Jacques Chirac m'a manqué. Et c'était pour moi un grand plaisir que de pouvoir lui parler. Merci Dominique de Villepin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et rappelons qu'il reste à connaître la décision du parquet. Seul son appel, il faut bien le dire, pourrait entraîner un nouveau procès en ce qui vous concerne, vous, directement. Merci. L'autre actualité de cette journée, elle est encore politique avec cette nouvelle déclaration de Georges Frêche qui fait scandale. Déclaration concernant Laurent Fabius. Trop c'est trop, déclare le Parti socialiste, qu'il a déjà exclu de ses rangs, vous le savez, et qui veut maintenant présenter une liste contre lui au régional. Jeff Wittenberg, Sylvain Dauba. Georges Frêche ne s'en cache pas, il n'aime pas Laurent Fabius. Il l'aime encore moins depuis que celui-ci s'est ainsi exprimé fin décembre. Si j'étais, moi, électeur, je voterais pour Frêche au premier tour, je n'en sais rien. Recueilli par l'Express, la réplique va beaucoup plus loin. Voter pour ce mec en Haute-Normandie me poserait un problème, il a une tronche pas catholique. La famille de Laurent Fabius est d'origine juive. Le propos de Georges Frêche scandalise le Parti socialiste, Martine Aubry au premier chef. Le président de la région Languedoc-Roussillon, lui, ne voit pas où est le problème. Moi, je sais ce que j'ai dit. Et j'ai dit, il n'a pas une tête très catholique. Et ça veut dire se méfier de quelqu'un. Eh bien, l'intéressé, je le combats au sein du Parti socialiste depuis 30 ans. C'est pas nouveau. Laurent Fabius a jusque-là choisi de garder le silence. Ses plus proches amis expriment leurs sentiments. J'ai eu la rage. C'était une provocation de plus, avec l'emploi de mots faits pour blesser. Au PS, décision dans l'urgence, Hélène Mandroux, la maire de Montpellier, est chargée aujourd'hui même de conduire une liste socialiste face à Georges Frêche et le parti en appelle aux militants locaux. Ils prendront aujourd'hui conscience qu'il n'est plus possible de continuer derrière ce personnage, avec ses dérapages incessants. Préférer l'amour de nos valeurs et de nos principes plutôt que cette bouillabaisse électorale qui commence à sentir mauvais. Les dérapages de Georges Frêche ont eu beau se multiplier en 2006 sur les harkis, vous êtes des sous-hommes. Puis sur l'équipe de France de football composée selon lui de trop de joueurs noirs, rien n'y a fait. Les responsables socialistes du Languedoc-Roussillon lui sont restés fidèles et ils confirment ce soir leur solidarité. La décision de Paris est qualifiée de basse manœuvre. Une guerre fratricide s'ouvre au PS en Languedoc-Roussillon. L'économie avec une conférence à l'Elysée sur la flambée de la dette publique. 1500 milliards d'euros, cela fait des années qu'on en parle, mais elle s'alourdit à chaque minute et encore plus aujourd'hui avec les déficits records. Le gouvernement promet des décisions au mois d'avril. Qui creuse la dette? Quelles limites à cet endettement? Les questions et les réponses avec Romain Messi et Daniel Lévy. Après le temps de la relance économique, Nicolas Sarkozy promet de s'attaquer à la question qui fâche, celle de la dette publique. À combien s'élève-t-elle exactement? La dette de la France bat tous les jours un nouveau record. À l'heure où nous parlons, elle se monte à plus de 1496 milliards d'euros. Et le compteur ne risque pas d'arrêter de tourner, car le déficit budgétaire annoncé pour 2010 sera encore de 149 milliards. Un gouffre financier dû en partie à la crise et au plan de relance, mais également à un budget de l'État structurellement déficitaire depuis maintenant 30 ans, auquel le gouvernement actuel n'a toujours pas trouvé la parade. Quelle est la répartition de la dette? À lui seul, l'État est responsable de 87% de la dette publique, la sécurité sociale 3,3% et les collectivités territoriales moins de 10%. Jusqu'où peut-on aller? En théorie,
Il n'y a pas de limite, car la dette publique s'apprécie à un niveau mondial et avec la crise, tous les pays se sont endettés. Ainsi, la dette de la France représente aujourd'hui 77,4% de notre PIB. En comparaison, c'est moins que le Japon, l'Italie, la Grèce ou les États-Unis, mais c'est un peu plus que le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Outre-Rhin, la Constitution oblige dorénavant le gouvernement à réduire son déficit de 10 milliards d'euros par an d'ici 2016. Rien de comparable en France, mais Bercy emprunte de l'argent très facilement. Toutes les semaines, l'agence France Trésor trouve des milliards sur les marchés à des taux d'intérêt très bas, car notre pays est considéré pour l'heure comme l'un des plus fiables au monde. Pour résumer, les problèmes de la France commenceraient réellement si elle devenait la seule à s'endetter et si elle ne trouvait plus personne pour lui prêter. Et notez que les représentants des collectivités territoriales, dominés par le Parti socialiste, ont boycotté cette conférence, estimant qu'elles étaient, je cite, diabolisées, ces collectivités, alors que la responsabilité de la dette revient essentiellement à l'État. À l'étranger, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation. L'Afghanistan va tendre la main aux talibans pour partager le pouvoir. C'est la conséquence d'un constat d'échec militaire. Le choix a été entériné lors d'une grande conférence internationale à Londres. Sur place, Jacques Cardot, Stéphane Guillemot. Une photo pour un nouveau départ. La réconciliation, c'est le message du jour lancé par la communauté internationale aux talibans. Des talibans qui en Afghanistan restent sur des victoires militaires face aux alliés. Le 18 janvier dernier, une opération commando frappe au cœur de la capitale afghane, les bâtiments les plus symboliques. Une avancée qui ne cesse d'évoluer depuis 2001 et la chute du régime taliban. Aujourd'hui donc, la stratégie change. La conférence de Londres marque un tournant. Les talibans sont invités par le président Karzai à le rejoindre au pouvoir. Ceux qui ne font pas partie d'Al-Qaïda ou d'autres réseaux terroristes, ceux qui acceptent la constitution afghane. Avec cela, nous allons établir une assemblée pour la paix et la réconciliation. Hamid Karzai a fait le premier pas. Il a fait retirer de la liste terroriste de l'ONU 5 talibans, des proches du Mollah Omar. Pour les plus modérés comme Ishaq Nizami, cette stratégie peut s'avérer payante. S'ils font attention à eux, qu'ils les financent suffisamment, cela créera automatiquement une occasion pour d'autres de changer de camp. Mais jusqu'où peut aller la communauté internationale? Le Mollah Omar est-il réconciliable? Pour Bernard Kouchner, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas à l'échelle générale entre le Mollah Omar et le président Karzai. Je crois que petit à petit, localement, il conviendrait, et ce sont les Afghans qui doivent le faire, de donner le pouvoir ou de le partager. Dans les coulisses de cette conférence, certains se disent sceptiques face à cette nouvelle stratégie. Certains craignent un retour en force des talibans, les moins recommandables. Bonsoir Alain Chalvran, vous êtes en direct à Washington. Cette décision de nouer des liens avec ceux qui ont été combattus pendant des années est-elle facilement acceptée aux États-Unis ? Écoutez, elle a été endossée par Hillary Clinton à Londres et surtout Barack Obama lui-même avait évoqué l'idée le 1er décembre dernier dans son grand discours sur l'Afghanistan. Il avait alors posé 2 conditions. 1, que les talibans concernés renoncent à la violence, donc à leur lien avec Al-Qaïda, et 2, qu'ils s'engagent à respecter les droits de l'homme et en particulier les droits de la femme. Et depuis, l'idée a fait son chemin tout simplement aux États-Unis sans vraiment de polémique politique, mais avec un débat d'experts, les uns disant « mais des talibans modérés, ça n'existe pas », les autres disant « avec de l'argent en Afghanistan, on peut tout acheter ». En fait, ce qui compte surtout pour la majorité des Américains, c'est qu'on se retire d'Afghanistan le plus vite et le plus honorablement possible. Alors que ce soit avec un dialogue politique ou à la suite d'une victoire militaire, peu importe, du moment qu'on s'en va. Alain Chalvran à Washington, merci Alain. En bref, encore une manifestation de soutien à nos 2 confrères enlevés il y a 1 mois, toujours en Afghanistan. C'était tout à l'heure place du Trocadéro à Paris, à l'initiative notamment de Reporters sans frontières. Sachez par ailleurs que le ministre de la Défense, Hervé Morin, a indiqué qu'aucun contact direct, donc aucune négociation, n'avait pu être nouée à ce jour avec les ravisseurs. En Belgique, on l'évoquait hier, le bilan de l'explosion d'un immeuble dans le centre de Liège s'est alourdi, 9 morts et une vingtaine de blessés. Bilan toujours provisoire, la zone reste fermée car d'autres bâtiments menacent de s'effondrer. Et puis en Turquie, on a frôlé le pire sur cette autoroute dans la banlieue d'Istanbul. Image très spectaculaire, vous le voyez, ce camion dont la benne était restée levée a heurté une passerelle pour piétons. Une personne seulement a été blessée.
Il est 20h23, restez avec nous. À suivre, continuer à travailler après avoir pris sa retraite. Les Français sont de plus en plus nombreux à le faire. C'est notre dossier ce soir alors que le Conseil d'orientation des retraites a rendu son rapport. Les défis d'une puissance émergente, le port de lunettes commence à se démocratiser dans les campagnes indiennes. Coût moyen, 3 € la paire. Et puis gadget ou nouveau palier technologique, Apple a lancé hier l'iPad à mi-chemin entre le téléphone portable et l'ordinateur portable. D'abord donc le débat sur les retraites avec ce soir un coup de projecteur sur une pratique de plus en plus courante, même si elle reste minoritaire, le cumul emploi-retraite par plaisir ou par nécessité. Reportage Fabien Chadeau, Patrick Desmully. Travailler pendant la retraite. Marie Gernaud, 61 ans, ne peut pas et ne veut pas faire autrement. Avec seulement 1 000 € de pension, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ancienne employée dans un service de ressources humaines, aujourd'hui, elle donne des cours dans ce centre de formation. Une activité qui lui rapporte environ 500 € tous les mois. Je travaille parce que je dois avoir de l'argent. Je n'ai pas assez pour vivre. Et heureusement que je vis avec ma fille. Si je ne vivais pas avec ma fille, je survivrais à peine. Je pense que je rentrerai 17h30, 18h. Daniel Camilly est lui aussi un jeune retraité. Mais sa situation est totalement différente. Ancien cadre dirigeant d'une multinationale, aujourd'hui il fait du conseil en marketing pour des clients. Une activité qui lui rapporte entre 80 et 100 000 € par an. Ça me permet de, par exemple, je vais peut-être changer de bateau. Voilà, c'est des choses qui m'améliorent le bon quotidien que j'ai déjà par chance et par aussi conséquence de nombreuses années de travail quand même. Hein. Votre retraite, elle s'élève à quel est le montant? C'est une grosse retraite? C'est une retraite, on va la considérer comme très confortable. Vous avez reçu une lettre et vous êtes convoqué à l'entretien. Marie Gernaud entraîne ses étudiants à trouver du travail. Elle donne une vingtaine d'heures de cours par semaine. Vous allez aller à la porte et voudrait même travailler 2 fois plus. Vous êtes dans la salle d'attente. Je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais au travail. J'ai énormément souffert au travail. Je travaille dans les grandes entreprises avec le stress, les contraintes, les horaires, etc. Pour moi, c'était insupportable. Je crois que la vie aujourd'hui au travail est encore plus stressante. Et moi, je suis heureuse dans ce que je fais. Donc, il n'y a pas de raison que je fatigue plus que ça. Au contraire, ça me donne un peu la pêche. Le cumul emploi-retraite ne concerne que 207 000 personnes aujourd'hui en France, soit seulement 1,4% des retraités. Si Daniel Camilly fait partie de cette minorité, c'est parce qu'il a eu la chance, dit-il, d'avoir une vie professionnelle privilégiée. C'est pas que j'arrive pas à décrocher, c'est que ça me fait plaisir de rencontrer des gens. J'ai eu la chance d'avoir de très bons contacts dans mes 30 ans de carrière, donc ce qu'on appelle aussi un bon réseau. Un réseau qu'il entend faire fructifier pendant encore quelques années avant de prendre enfin une retraite à plein temps. Direction l'Inde maintenant, superpuissance économique de demain, mais dont les campagnes restent encore largement à l'écart. En voici un aspect inattendu. On estime que 400 millions de personnes n'ont pas accès aux soins des yeux. Eh bien, une vaste opération soutenue par un groupe d'optiques français sillonne les villages pour proposer des lunettes à 3 €. Reportage Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Dans ce pays de plus d'1,3 milliard d'habitants, on estime que près de 400 millions d'Indiens ont des problèmes de vue non traités par manque de moyens. Alors ce minibus, c'est évidemment pour eux une aubaine. Pas étonnant donc qu'il y ait affluence ce matin à l'école, lieu de rendez-vous pour ce test gratuit. Première étape pour Maranaïka, l'examen des yeux. Il faut trouver la bonne correction. Ça fait 5 ans que je vois très mal, que tout est flou. Je suis content d'avoir cette consultation et qu'on s'occupe de moi. Il y a ceux qui voient trouble et ceux qui ne voient presque plus. Cette dame souffre de la cataracte. Il faut alors déployer les grands moyens, la grosse artillerie, cette parabole, pour consultation et diagnostic par satellite, en direct avec un médecin de l'hôpital de Chennai à 500 km de là. Je veux ces montures, elles sont belles et à la mode. Longtemps, l'Occident aura déversé ses vieilles lunettes sur le tiers-monde. Mais aujourd'hui, Maranaïka a le choix. Tout est neuf et français. En Inde, 70% de la population vit à la campagne. C'est un énorme marché et aujourd'hui, toutes les compagnies se le disputent. Ce n'est donc pas de la charité, mais un véritable marché, celui des pauvres, au potentiel considérable.
Les verres de correction sont taillés sur place. 1 heure seulement après sa consultation, Maranaika chausse ses premières lunettes. Ça y est, je vois enfin clair. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Une vue nette qui lui coûte 200 roupies, soit 3 €, imbattable. Quand le savoir-faire médical indien s'associe à une société d'opticiens française, la mondialisation peut faire des miracles. La consommation, le rendez-vous était attendu, guetté même par les adeptes des nouveautés technologiques en tout genre. Après l'iMac, après l'iPod, après l'iPhone, le géant américain Apple a donc présenté hier soir sa dernière création, l'iPad, une tablette ultra fine à écran tactile. Frédéric Monteil, Philippe Maire. À San Francisco, les spécialistes l'attendaient depuis des mois. Et c'est Steve Jobs, le PDG d'Apple en jean et col roulé, qui endosse une fois de plus le rôle du démonstrateur à grand spectacle. Mais la véritable vedette, c'est lui. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très fin. L'iPad, ou iPad pour les plus branchés, est aussi grand qu'un bloc-notes, 700 grammes seulement. Cette tablette numérique permet de tout faire, ou presque. Visionner des photos, surfer sur Internet, regarder des films ou jouer aux jeux vidéo pendant 10 heures d'affilée sur batterie. En prime, 140 000 applications disponibles. Seulement, pas d'appareil photo intégré, ni de webcam. Une faute de goût pour Laurent Klaus, rédacteur en chef de SVM Mac. On est clairement un petit peu déçus, hein. On attendait quelque chose de révolutionnaire et on découvre un gros iPhone. Mais avec son iPad, Apple veut surtout s'imposer dans le marché émergent du livre et de la presse électronique. Un marché dominé jusqu'à présent par des appareils monochromes et monofonctions. Selon Nicolas Bétou, directeur du groupe Les Échos, l'iPad annonce sans doute le journal du futur. Le très gros avantage de l'iPad aujourd'hui, c'est qu'il est remis à jour en permanence. Mais il est un peu lourd, pas très souple, il faut le recharger, donc il y a encore des progrès technologiques à faire, mais ils se feront. L'iPad sera commercialisé fin mars à un tarif plus bas que prévu, environ 500 €, mais à ce prix-là, vous n'aurez droit qu'à une version basique. En bref, on a appris en fin d'après-midi la mort de l'écrivain Jérôme David Salinger. Il avait connu une immense gloire avec l'Attrape-cœur en 1951. Depuis 45 ans, Salinger restait entouré d'un halo de mystère. Il n'avait plus rien publié depuis 65. Il vivait isolé dans un chalet du New Hampshire. Il avait 91 ans. Un conte de fées maintenant pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. Elle a coproduit un album de blues. Il a été sélectionné pour les très prestigieux Grammy Awards américains. La Seine-Saint-Denis se retrouve donc en compétition aux côtés de Beyoncé ou Stevie Wonder. Cette année encore, aux victoires de la musique américaine, on attend un parterre de stars. U2, Madonna, Bruce Springsteen, Eminem entre autres, mais aussi de parfaits inconnus. L'un est producteur et l'autre, Mohamed Beljoudi, travaille pour la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a investi 20 000 € dans l'aventure. À la surprise générale, ils sont nominés pour avoir produit un album de blues, qui plus est, avec des musiciens américains. Je vais sur le net et là je regarde et tout, et je cherche, je dis mince, on n'y est pas. Parce qu'en fait je tombe sur les grandes stars, et en fait je descends, et là, tac, Best American Traditional Music, et je tombe dessus, quoi. Et là je dis, waouh, c'est énorme. Ce sont ces bluesmen venus de Chicago qu'ils ont enregistrés après les avoir programmés dans leur festival. Ce festival avait été créé comme une des réponses possibles au profond malaise ressenti lors des émeutes de 2005. Événement d'ailleurs largement commenté par les télés américaines à l'époque. C'était il y a 4 ans et aujourd'hui en Seine-Saint-Denis on ne boude pas son plaisir. Les Aulnaysiens doivent être fiers. On va être représentés aux États-Unis, quoi. Ça permettra de pouvoir faire passer la ville d'Aulnay comme autre chose qu'une ville où il y a de la délinquance. Quel que soit le résultat dimanche, ce sera déjà une première dans la petite histoire de la musique. Une collectivité locale sera en compétition avec le Gotha du showbiz. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Dominique de Villepin est relaxé dans l'affaire Clearstream. Les juges considèrent que son implication n'est pas démontrée. Nicolas Sarkozy prend acte de cette décision. Sur ce plateau, il y a quelques minutes, l'ancien Premier ministre considérait, lui, que la page était tournée, qu'il se mettait au service des Français et qu'il prendrait comme un signe d'acharnement une décision du parquet de faire appel.
Fin de cette édition, présentée dans des conditions inhabituelles, vous l'avez sans doute constaté, en raison d'une grève d'une partie des personnels contre la réorganisation de France Télévisions. Nous ne sommes d'ailleurs pas en mesure de vous donner les résultats de la question de la semaine. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko nous parlera encore de neige et de verglas. 20h35, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly. Demain 13h, Alice Lucet. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée.